Une fillette orpheline survit dans les rues en chantant avec sa vieille guitare invisible aux yeux de la ville. Après avoir été humiliée dans un concours de talent, elle décide de chanter malgré la peinture et le rejet. Sa voix émeut tout le monde et révèle une retrouvaille inattendue. L'amour qu'elle cherchait était sur scène depuis toujours. Le soleil levant éclairait à peine les imposants immeubles du boulevard Haussmann lorsque Victoire se réveilla, recroquevillée sous l'auvent d'une librairie fermée. Ses 12 ans portèrent le poids d'une vie entière. Avec une précaution presque révérencieuse, elle vérifia si sa guitare était toujours là, protégée par l'étreinte de son corps frêle pendant la froide nuit d'hiver parisien. Cet instrument éraflé, marqué par le temps et des autocollants délavés, était tout ce qui lui restait de sa vie d'avant, de l'époque où elle avait un toit, un nom de famille et l'affection de ses parents. Victoire étira ses bras, chassant la torpeur de son sommeil agité. Ses cheveux bouclés et sombres, sans lavage adéquat depuis des semaines, encadraient un visage qui, même marqué par la dureté de la vie dans les rues, conservait une expression douce et des yeux qui brillaient d'une lumière propre. Elle portait un t-shirt 2 fois trop grand avec l'impression délavée d'un festival de musique et un jean usé, tous deux des dons de passants occasionnellement sensibilisés à sa situation. « Bonjour, princesse du bitume !» La voix joyeuse de Léo, un jeune cireur de chaussures de 13 ans, rompit le silence du matin. Avec sa boîte de cireur sur le dos et un sourire qui semblait défier les adversités de la vie, il s'approcha en lui offrant un morceau de pain. Il restait du petit déjeuner à la boulangerie. « Monsieur Antoine me garde toujours un peu. » Victoire sourit, acceptant la nourriture avec une gratitude sincère. Léo était comme un frère, la seule personne à Paris qui la traitait comme une personne, qui voyait au-delà des vêtements sales et de l'étiquette invisible de fille des rues que la société lui imposait. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour de grande affluence sur Haussmann. On va gagner un bon pourboire si tu chantes à l'heure du déjeuner, commenta Léo, s'asseyant à côté d'elle, partageant le petit déjeuner. Leur routine était simple. Victoire chantait tandis que Léo cirait les chaussures des cadres pressés ou abordait les touristes. À la fin de la journée, ils se partageaient les gains, qui étaient rarement suffisants pour plus qu'un encas, et les bons jours, un bain dans un foyer municipal. « J'ai encore rêvé de la chanson », confessa Victoire à voix basse, accordant distraitement les cordes de sa guitare. « Celle que ma mère chantait. Un jour tu retrouveras ta famille, Vivi », affirma Léo avec la conviction que seuls les enfants peuvent avoir face aux plus grandes impossibilités. L'histoire de Victoire était un mystère même pour elle. Elle se souvenait d'avoir vécu dans une maison avec un jardin, d'avoir eu des parents qui l'aimaient et chantaient pour elle toutes les nuits. Puis, un accident pendant un voyage, de la confusion, des sirènes, et elle s'était perdue. Sans papier, sans nom de famille, avec seulement une guitare que son père lui avait offerte pour son dernier anniversaire, Victoire s'était retrouvée dans les rues de Paris, où elle avait appris à survivre sans jamais perdre l'espoir de retrouver sa famille. À 11 heures du matin, ils se positionnèrent stratégiquement près de l'entrée du musée du Louvre. Victoire ajusta sa guitare sur ses genoux, inspira profondément et commença à chanter. Sa voix était étonnamment limpide et puissante pour quelqu'un d'aussi jeune et dans des conditions si précaires. Les notes coulaient comme de l'eau cristalline, attirant des regards curieux, certains compatissants, d'autres admiratifs. Elle chantait des chansons populaires brésiliennes, celles qu'elle avait apprises avec ses parents et d'autres qu'elle captait sur les radios des magasins ou sur les téléphones portables des passants. « Qui n'a ni toit ni mur, fait de sa voix son refuge », disait-elle souvent à Léo, quand il lui demandait comment elle parvenait à si bien chanter malgré tant de difficultés. Cet après-midi-là, alors qu'elle interprétait « Le petit lion » de Caetano Veloso, une chanson qui lui rappelait des souvenirs diffus de sa mère, un couple s'arrêta pour l'écouter. Il n'était pas rare que des gens s'arrêtent brièvement, laissant parfois quelques pièces avant de poursuivre leur chemin. Mais ce couple était différent. Ils restèrent pendant toute la chanson, puis une autre, et encore une. L'homme, avec ses lunettes à monture discrète et son expression pensive, semblait particulièrement touché. La femme, élégante dans sa robe simple, avait les yeux embués de larmes, comme si la voix de Victoire éveillait quelque chose de profondément personnel. Lorsque Victoire termina son petit répertoire, le couple s'approcha. Léo, toujours attentif et protecteur, resta sur ses gardes. « Excusez-nous », l'homme s'adressa à elle d'une voix douce. « Mon nom est Bernard Leroy, et voici mon épouse, Hélène. Nous sommes jurés de l'émission Voix de France.
Votre voix est extraordinaire. Victoire regarda le couple avec méfiance. Des années dans les rues lui avaient appris à douter des éloges faciles et des promesses grandioses. « Nous réalisons des auditions pour la nouvelle saison », continua Hélène, d'une voix qui sonnait étrangement familière aux oreilles de Victoire. « Nous aimerions beaucoup que vous participiez. »« Moi » Victoire rit nerveusement. « Je ne pense pas que ce soit pour moi, madame. »« S'il vous plaît, » insista Bernard, lui tendant une carte. « Voici l'adresse des studios TéléFR. Les auditions commencent la semaine prochaine. Votre talent est rare, mais il mérite d'être entendu. » Léo, qui observait tout attentivement, prit la carte avant que Victoire ne puisse refuser. « Elle va y réfléchir, » répondit-il avec enthousiasme. Après le départ du couple, Victoire secoua la tête, incrédule. « Ils n'ont même pas demandé mon nom, Léo, et puis regarde-moi. Comment pourrais-je entrer dans un studio de télévision comme ça? Ils n'ont pas demandé ton nom parce qu'ils n'en avaient pas besoin, » argua Léo avec la logique particulière de la jeunesse. « Ta voix dit déjà tout ce qu'ils ont besoin de savoir. » Cette nuit-là, assis sur les marches de Notre-Dame, partageant un sandwich acheté avec les gains de la journée, Léo ne cessait de parler du concours. « Imagine, Vivi, tu peux gagner de l'argent, devenir célèbre, peut-être même retrouver ta famille. Ou être humilié devant tout le monde, rétorqua-t-elle, pessimiste. Ce monde n'est pas fait pour des gens comme nous, Léo. Il la regarda avec un sérieux inhabituel pour son âge. Et quel monde est fait pour des gens comme nous, Victoire? La rue, le froid, la faim? Il reprit la carte, analysant l'adresse. Cela pourrait être le signe que tu as toujours attendu. Alors que la nuit tombait sur la plus grande ville de France, Victoire jouait doucement de sa guitare, pinçant cette chanson à moitié oubliée, celle que sa mère chantait les nuits où le monde semblait un endroit sûr. Dans son esprit, des images diffuses se formaient. Un jardin avec des fleurs rouges, une maison avec une véranda, le visage d'une femme qui ressemblait étrangement à Hélène Leroy. « Et si » murmura-t-elle pour elle-même, sentant son cœur s'accélérer à une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Au loin, aux fenêtres éclairées d'un appartement à Neuilly-sur-Seine, Hélène Leroy pleurait silencieusement en observant une vieille photographie d'une petite fille serrant une guitare. Bernard, son mari, l'enlaça par les épaules. « Ce n'est peut-être pas elle, » dit-il avec prudence. « Mais si c'est elle ?» répondit Hélène, touchant la photo du bout des doigts. « Après 5 ans de recherche, et si c'était notre fille? Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continu. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. » 3 jours passèrent, et la carte des Leroy restait dans la poche usée du pantalon de Victoire, comme un poids qu'elle portait, une invitation à un monde auquel elle n'appartenait pas. À chaque coin de rue, à chaque présentation improvisée sur les trottoirs d'Haussmann ou sur le Pont Neuf, la jeune fille sentait le regard insistant de Léo, questionnant silencieusement sa décision. Le matin du 4e jour, assis au bord de la fontaine du jardin des Tuileries, partageant une petite brique de lait chocolaté, Léo finit par perdre patience. « C'est aujourd'hui, Victoire. Dernier jour des inscriptions. » Il désigna la carte. « Je ne te laisserai pas gâcher cette chance. » « Et si c'était un piège? Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans ce monde, Léo, » répondit-elle, pinçant distraitement les cordes de sa guitare. « En plus, comment je vais y aller? C'est de l'autre côté de la ville. J'ai déjà pensé à ça. » Léo sourit, fier de sa solution. « Monsieur Ademar, ce chauffeur VTC qui s'arrête toujours aux galeries Lafayette-Haussmann, a dit qu'il nous y emmène gratuitement. Il m'a entendu parler de toi et de l'émission et il veut t'aider. Tu as déjà tout raconté à tout le monde ?» Victoire écarquilla les yeux entre surprise et irritation. « Seulement à ceux qui comptent. » Léo haussa les épaules. « Et regarde ce que j'ai d'autre. » Avec un sourire triomphant, il sortit de son sac à dos un t-shirt jaune avec de petites fleurs brodées et un jean moins usé que le sien. La fille de Madame Martine du café a grandi et ne les porte plus. Elle a dit que tu pouvais les garder. Les yeux de Victoire s'embuèrent. C'était ainsi qu'il survivait dans les rues, par de petits actes de bonté de gens ordinaires qui, au milieu de l'agitation de la métropole, parvenaient encore à voir l'humanité en 2 enfants abandonnés par la chance. « Et il y a plus, » continua Léo, enthousiaste. « Madame Cécile du salon de la rue de Rivoli a dit que tu pouvais prendre un bain là-bas et qu'elle te coifferait. Elle arrange toujours mes cheveux quand il y a des événements importants. » Victoire sentit son cœur serré par la gratitude. Comment pouvait-elle refuser maintenant, après que tant de personnes se soient mobilisées pour elle? « Et si je ne passe pas? Et s'ils se moquent de moi ?»
murmura-t-elle, exposant ses insécurités les plus profondes. Léo lui tint fermement les mains, un geste rare d'affection physique entre eux. « Victoire, tu as la plus belle voix que j'ai jamais entendue de ma vie, et j'habite dans une ville de 12 millions de personnes. J'ai entendu beaucoup de gens chanter. » Elle rit, essuyant une larme tenace. « D'accord, allons-y, mais tu viens avec moi. »« Jusqu'au bout du monde, » répondit Léo, levant le poing pour un salut qui était un rituel entre eux. À 2 heures de l'après-midi, après un bain chaud au salon de Madame Cécile, et avec ses cheveux bouclés enfin démêlés, Victoire était presque méconnaissable. Le t-shirt jaune s'accordait à son teint et faisait ressortir l'éclat de ses yeux bruns. Le jean, bien qu'encore trop grand, était propre et sans déchirure. Sa guitare, nettoyée avec un chiffon humide, semblait moins malmenée. « On dirait une vraie artiste », admira M. Adhemar, un homme de 60 ans aux cheveux gris et au sourire bienveillant, lorsque les deux montèrent dans sa voiture. Pendant le trajet jusqu'au studio de Télé-FR, dans le nord de la capitale, Victoire sentit son estomac se nouer de nervosité. Le Paris qui défilait par la fenêtre de la voiture était une ville de contrastes saisissants. D'imposantes demeures à Neuilly-sur-Seine, cédant la place à des immeubles commerciaux, puis à de simples maisons, à mesure qu'ils avancèrent vers leur destination. « Qu'est-ce que tu vas chanter pour eux » demanda M. Adhemar, essayant de la distraire. Victoire hésita. « Je ne sais pas encore. Peut-être Le Petit Lion ou... » Sa voix s'éteignit en pensant à la berceuse qui hantait ses rêves, celle qui lui apportait des fragments de mémoire d'une vie lointaine. Les studios de Télé-FR, un complexe de bâtiments modernes aux façades miroitantes, reflétèrent le soleil de l'après-midi lorsqu'ils arrivèrent. Une file de candidats, beaucoup accompagnés de parents anxieux et de professeurs de chant, s'étendait sur le quartier. Des vêtements impeccables, des instruments dans des étuis professionnels, et la confiance inébranlable de ceux qui venaient de quartiers chics et d'écoles de musique renommées. « Je crois que je n'aurais pas dû venir », murmura Victoire, se recroquevillant sur la banquette arrière. « N'importe quoi, » dit M. Adhemar avec fermeté. « La musique ne se soucie pas de l'adresse, ni de la marque des vêtements. Vas-y et montre ce que tu sais faire. » Léo sortit le premier, tenant la porte pour Victoire comme un véritable gentleman. Ils dirent au revoir à M. Adhemar avec des étreintes reconnaissantes, et le chauffeur promit de revenir en fin d'après-midi pour les chercher. « Je veux être le premier à féliciter notre nouvelle star », plaisanta-t-il avant de partir. L'approche de la file fut un test pour le courage de Victoire. Des regards en coin, des chuchotements mal dissimulés, et même des rires l'accompagnaient. Une fille d'environ son âge, aux cheveux lissés et aux vêtements de marque, désigna sa guitare usée et dit quelque chose à sa mère qui l'accompagnait, provoquant un rire méchant. « Reste tranquille », murmura Léo. « Tu te souviens ce que Madame Cécile dit toujours, les gens qui rient des autres ont peur de regarder leur propre vie. » Arrivée au bout de la file, une femme avec un carnet et un air d'autorité les aborda. Des cheveux teints d'un rouge artificiel et des lunettes à monture épaisse complétèrent son apparence intimidante. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle avec un dédain évident. « Nous sommes venus pour l'audition de Voix de France », répondit Léo, car Victoire semblait avoir perdu sa voix. La femme les examina de haut en bas. « Vous avez une inscription ? Nous avons ceci. » Victoire parla enfin, tendant la carte qu'elle avait reçue de Bernard Leroy. Les yeux de la femme s'écarquillèrent en reconnaissant le nom. « Vous connaissez le directeur Bernard Leroy. »« Il m'a invité personnellement, » répondit Victoire, sentant une étincelle de confiance. L'expression de la femme oscilla entre incrédulité et dépit. « Attendez ici, » ordonna-t-elle, s'éloignant rapidement avec la carte. Quelques minutes plus tard, un homme grand et mince, vêtu d'un costume impeccable et avec un sourire calculé, s'approcha d'eux. « Victoire, n'est-ce pas ? Je suis Richard Duval, producteur exécutif de Voix de France. » Il tendit la main à la jeune fille, ignorant complètement Léo. « Bernard m'a appelé pour me dire que vous viendriez. Entrons par l'arrière, cela évitera toute cette confusion. » Victoire hésita, regardant Léo. « Votre petit ami peut attendre à la réception, » dit Richard, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est la politique de l'émission, seuls les candidats dans les coulisses. » Léo serra la main de Victoire. « Vas-y, j'attendrai ici aussi longtemps qu'il le faudra. » Le cœur battant, Victoire suivit Richard par une entrée latérale. Le contraste avec le monde extérieur était saisissant. Des couloirs climatisés, des gens bien habillés marchant à la hâte, et le bourdonnement constant d'une production télévisuelle en plein essor.
Elle serra sa guitare contre sa poitrine comme un bouclier contre cette réalité étrange. Les Leroy ont vraiment un œil pour les talents bruts, commenta Richard, la guidant à travers un labyrinthe de couloirs. Mais nous devons polir ce diamant. Le public adore une histoire de dépassement, vous savez. La fille des rues qui devient une star, ça fait de l'audience. Quelque chose dans son ton mit Victoire mal à l'aise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils arrivèrent à une porte avec une étoile dorée. C'est le dortoir des candidates féminines. Vous resterez ici jusqu'aux auditions préliminaires de demain. Richard ouvrit la porte, révélant une grande pièce avec plusieurs lits, tous occupés par des filles entre 10 et 14 ans, toutes impeccablement vêtues, coiffées et maquillées. La conversation animée cessa immédiatement lorsque Victoire entra. « Mesdemoiselles, voici Victoire, » annonça Richard. « Une addition spéciale à notre groupe, à la demande personnelle du directeur Leroy. Faites-la se sentir chez elle. » Se tournant vers Victoire, il ajouta « Reposez-vous, demain sera un grand jour. » Dès que Richard sortit, le silence gênant fut brisé par une fille aux cheveux blonds et à l'expression dure. « Alors, c'est toi la petite mendiante qu'ils ont trouvée dans la rue. » Victoire sentit son estomac se serrer. Ce n'était que le début, et elle se sentait déjà comme un poisson hors de l'eau. Mais elle se rappela les paroles de Léo et releva le menton. Elle n'était pas venue jusqu'ici pour abandonner au premier obstacle. La première nuit au studio de TeleFR fut un tourment pour Victoire. Tandis que les autres filles dormaient confortablement dans leur lit, elle dut se contenter d'un matelas fin sur le sol, car il n'y avait pas assez de lits. « Nous n'attendions pas de candidate supplémentaire », expliqua froidement la monitrice du dortoir, une femme d'âge moyen à l'expression perpétuellement ennuyée. Serrant sa guitare, Victoire regardait le plafond, incapable de s'endormir. Le contraste entre sa vie dans les rues et le luxe artificiel de cet environnement était désorientant. Les autres filles, avec leurs pyjamas assortis et leurs trousses de toilette remplies de crème chair, semblaient venir d'une autre planète. Surtout Amandine Dubois, la fille blonde qui l'avait accueillie avec hostilité et qui, d'après ce que Victoire découvrit en écoutant les conversations, était la fille d'un homme d'affaires influent et avait déjà son propre agent à 12 ans. Lorsque le sommeil finit par la vaincre, Victoire rêva de la berceuse que sa mère chantait, cette mélodie qui ne l'avait jamais quittée, même quand tout le reste s'était perdu. Dans son rêve, elle voyait le visage d'Hélène Leroy se superposer à celui de sa mère, dans une image confuse qui la laissait inquiète. « Réveille-toi, fille des rues, c'est l'heure du petit déjeuner !» La voix stridente d'Amandine la tira de son sommeil. Le dortoir était presque vide, seuls quelques retardataires finissaient de se préparer. Victoire se leva d'un bond, rangea sa guitare sous le matelas et courut vers la salle de bain collective, seulement pour découvrir qu'il n'y avait plus d'eau chaude. « Ça doit être comme à la maison pour toi, hein ?» provoqua l'une des filles, riant avec ses amis en sortant. Avec de l'eau froide et sans produits adéquats, Victoire fit de son mieux pour se préparer. Le t-shirt jaune, maintenant un peu froissé pour avoir servi d'oreiller, et le jean étaient ses seules options. Se regardant dans le miroir, elle tenta de dompter ses boucles rebelles avec ses mains humides, souhaitant avoir demandé une brosse à Madame Cécile. En sortant pour la cafétéria, elle réalisa qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Les couloirs du studio formaient un labyrinthe intimidant et il n'y avait personne aux alentours pour demander. Après avoir erré quelques minutes, elle entendit des voix et les suivit, trouvant finalement une grande salle où des dizaines d'enfants et d'adolescents prenaient leur petit déjeuner. Toutes les tables semblaient occupées, avec des groupes déjà formés qui conversaient animément. Victoire prit un plateau et se servit un pain beurré et un verre de lait, cherchant une place pour s'asseoir. « Hé, Victoire, par ici !» À sa surprise, un garçon d'environ 13 ans lui faisait signe depuis une table dans un coin. Il avait la peau noire, des cheveux crépus courts et un sourire sincèrement amical. À côté de lui, une fille aux traits indigènes, apparemment timide, regardait sa propre nourriture. « Je suis Raphaël de Marseille, et voici Yara de Bordeaux », présenta le garçon lorsque Victoire s'approcha. « Tu peux t'asseoir avec nous. »« Merci », murmura Victoire, soulagée de trouver des visages amicaux. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Raphaël haussa les épaules. « Tout le monde sait. L'élu spécial des Leroy, venu directement des rues. C'est le potin du moment. »« Génial !» soupira Victoire, mordant son pain sans grand appétit. « Ne t'inquiète pas, » dit Yara, parlant pour la première fois avec un doux accent du Sud. « Il parle,
Parce qu'ils sont jaloux. Les Leroy n'ont jamais invité personne personnellement avant. Avant que Victoire ne puisse répondre, Richard Duval entra dans la cafétéria, accompagné d'une équipe d'assistants. Le brouhaha cessa immédiatement. « Bonjour, future star !» s'exclama-t-il avec un enthousiasme répété. « Aujourd'hui est un grand jour. Nous aurons les essayages de costumes le matin et les répétitions avec le groupe l'après-midi. Rappelez-vous, seulement 20 d'entre vous passeront à la phase télévisée, où vous concourez pour le grand prix de 500 000 € et un contrat avec la plus grande maison de disques du pays. » Un murmure d'excitation parcourut la salle. 500 000 €, c'était plus d'argent que Victoire ne pouvait l'imaginer. Elle pourrait acheter une maison, étudier, aider Léo. « Maintenant, suivez vos moniteurs pour les essayages de costumes, » continua Richard. « Rappelez-vous, dans Voix de France, il ne suffit pas de bien chanter. Il faut avoir le look d'une star. » Les enfants se levèrent, formant des files derrière les moniteurs désignés. Victoire suivit le groupe de Raphaël et Yara, se sentant plus en sécurité en leur compagnie. Le secteur des costumes occupait un étage entier du bâtiment. Des portants et encore des portants de vêtements colorés, des chaussures de toutes sortes et des accessoires brillants formaient un spectacle à part entière. Stylistes et assistants couraient de tous côtés, évaluant chaque candidat et séparant les pièces. « Groupe A, par ici !» appela une femme très mince aux cheveux platines. « Groupe B, suivez Marcel. Groupe C, avec Patricia. » Victoire fut séparée de ses nouveaux amis, chacun désigné pour un groupe différent. Elle suivit hésitante le groupe C, où Patricia, une femme d'une quarantaine d'années à l'expression sévère, mesurait déjà critiquement chaque enfant. « Non ?» demanda-t-elle quand ce fut le tour de Victoire. « Victoire !» répondit la jeune fille, se sentant diminuée sous le regard évaluateur de la styliste. Patricia consulta un carnet. « Ah, la candidate spéciale. » Son ton laissait entendre qu'elle ne considérait pas cela comme un compliment. Elle examina Victoire de haut en bas, faisant une grimace devant le t-shirt jaune. « Ça va être difficile. Taille ? Je ne sais pas exactement, » admit Victoire. Patricia leva les yeux au ciel et sortit un mètre ruban de sa poche. Après quelques mesures rapides et brusques, elle nota quelque chose sur le carnet. « Attendez là-bas avec les autres. » Victoire rejoignit un groupe de 5 filles, toutes visiblement de classe moyenne ou supérieure, avec des vêtements de marque et une attitude confiante. Aucune ne lui parla. Après presque une heure d'attente, pendant laquelle Victoire vit les autres enfants essayer divers costumes élégants, Patricia réapparut enfin. « Les autres ont déjà été dirigés vers le secteur maquillage, » annonça-t-elle. « Quant à vous, Victoire, nous avons un problème. »« Quel problème ?» demanda la jeune fille, confuse. « Nous n'avons pas de costume adapté à votre type, » expliqua Patricia avec un évident malaise. « Richard pense qu'il est préférable que vous gardiez vos propres vêtements. Il a dit quelque chose à propos d'authenticité et de garder l'histoire de la rue. » Victoire sentit son visage brûler de honte et d'indignation. « Mais je ne veux pas être la fille de la rue, » protesta-t-elle. « Je veux juste une chance égale. »« Écoutez, ma chérie, c'est la télévision, » soupira Patricia, adoucissant un peu son ton en percevant le trouble de la jeune fille. « Chacun a son rôle. Le vôtre est d'être la candidate différente, celle qui a surmonté les difficultés. C'est ce qui va conquérir le public. Et si je refuse, alors il n'y aura peut-être pas de place pour vous dans l'émission. » La menace, bien que subtile, était claire. Victoire se mordit la lèvre, retenant les larmes qui menacèrent de couler. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant, pas après être allée si loin. « D'accord », céda-t-elle finalement. « Excellent », sourit Patricia, soulagée de clore cette conversation inconfortable. « Allez directement au studio 3. Les autres doivent déjà être là pour la répétition avec le groupe. » Le studio 3 était un espace vaste, avec une scène centrale entourée d'équipements sophistiqués. Un groupe complet, batterie, basse, guitare, clavier et cuivre, attendait les instructions du chef d'orchestre. Les candidats formèrent de petits groupes, révisant des partitions ou pratiquant des vocalises. Victoire aperçut Raphaël et lui fit un signe discret. Il répondit au salut mais fut empêché de s'approcher par l'un des assistants de production qui organisait l'ordre des présentations. « Chacun aura 2 minutes avec le groupe pour régler les arrangements, » expliquait l'assistant. « Vous devez avoir apporté les partitions de vos chansons conformément aux instructions précédentes. » Des partitions ? Personne n'avait mentionné de partition à Victoire. Elle sentit la panique monter. Son répertoire n'existait que dans sa mémoire et dans ses doigts, sur les cordes de sa guitare. « Hé, qu'est-ce qui s'est passé ?»
C'était Yara, qui s'approcha furtivement. « Tu as l'air effrayé. »« Je n'ai pas de partition, » avoua Victoire. « Je ne sais pas lire la musique. »« C'est un problème, » admit Yara. « Mais peut-être peux-tu jouer pour le chef d'orchestre, et il pourra faire une transcription rapide. » La suggestion semblait sensée, et Victoire décida que c'était sa meilleure option. Quand son tour arriva enfin, après presque 2 heures d'attente, elle monta timidement sur scène, sentant tous les regards sur elle. « Nom et chanson choisis ?» demanda le chef d'orchestre, un homme d'âge moyen aux cernes prononcées. Victoire. « Je vais chanter Berceuse », répondit-elle, optant pour la chanson qui la poursuivait dans ses rêves, la seule connexion avec son passé. « Je ne connais pas. Avez-vous la partition ?»« Non, monsieur, mais je peux vous la jouer pour que vous l'entendiez. » Le chef d'orchestre consulta sa montre avec impatience. « Nous manquons de temps. Nous vous laisserons pour la fin. Nous verrons ça après. » La déception fut comme un coup de poing à l'estomac. Victoire descendit de scène, se sentant invisible et insignifiante. Elle passa les heures suivantes à observer chaque candidat recevoir une attention personnalisée, des arrangements sophistiqués étant créés, des notes étant ajustées. Quand la répétition se termina, le chef d'orchestre rangeait déjà ses affaires. « Monsieur ?» Victoire s'approcha timidement. « Et mon tour ?»« Ah, la fille sans partition !» se souvint-il, semblant réellement gêné. « Désolé, le temps est écoulé. Vous devrez vous débrouiller avec votre guitare. C'est peut-être même mieux ainsi, plus authentique. » Encore ce mot. Authentique. Victoire commençait à détester la façon dont tout le monde semblait décidé à la maintenir dans la case de la fille authentique des rues. En sortant du studio, elle trouva Richard discutant avec 2 hommes en costume dans un couloir désert. « Le public va adorer, » disait-il, animé. La fille des rues qui affronte toutes les adversités. Et au point culminant, quand elle chantera, Victoire s'arrêta, se cachant derrière un pilier pour écouter. « Le saut de peinture sera parfait, » continua Richard. « Humiliation en direct, drame réel, audience au sommet. Et ensuite, nous exploiterons le dépassement, la force face aux difficultés. C'est de la télévision pure, messieurs. » Le sang de Victoire se glaça. Il planifiait de l'humilier délibérément, de transformer son rêve en un spectacle cruel pour divertir les masses. À ce moment-là, elle comprit qu'elle n'avait jamais eu une réelle chance de concourir équitablement. « Et les le roi ?» demanda l'un des hommes. « Ils ont approuvé ça ?» Richard eut un rire sec. « Les le roi sont des artistes. Ils vivent dans la lune. Ils croient qu'ils découvrent des talents et transforment des vies. Laissez-les avec leurs illusions romantiques. Nous nous occupons de l'audience. » Victoire recula lentement, le cœur martelant dans sa poitrine. Elle voulait fuir cet endroit, retourner dans les rues où au moins les menaces étaient directes, non masquées par de faux sourires et de vaines promesses. Mais elle se rappela Léo qui l'attendait, Monsieur Adhemar, Madame Cécile et tous ceux qui avaient cru en elle. La nuit qui précéda la grande présentation fut passée sans sommeil par Victoire. Cachée dans un coin du dortoir, sa guitare sur les genoux, elle considérait ses options. Elle pourrait s'enfuir, retourner dans les rues de Paris pour la vie dure mais sincère qu'elle connaissait. Ou elle pourrait rester et affronter l'humiliation planifiée par Richard, dans l'espoir que quelque chose de bon puisse émerger de cette expérience. « Tu n'arrives pas à dormir ?» La voix douce de Yara surprit Victoire. La jeune fille aux traits indigènes s'assit à côté d'elle sur le sol, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. « J'ai découvert une chose horrible, » confessa Victoire dans un murmure. « Il prévoit de m'humilier sur scène. Richard veut me verser de la peinture dessus pendant ma prestation. » Yara écarquilla les yeux. « Comment as-tu su ça ?»« J'ai entendu Richard parler avec des hommes. Il a dit que ce serait de la télévision pure, que ça ferait de l'audience. » Un silence pesant s'installa entre elles. Yara prit la main de Victoire, un simple geste de solidarité. « Ma grand-mère, qui est chamane dans mon village, dit toujours qu'il y a 2 types de personnes dans le monde. Celles qui voient les autres comme des frères et celles qui voient les autres comme des échelons, » murmura Yara. « Richard est du 2e type. Je crois que je vais partir, » décida Victoire. « Je ne peux pas rester ici à attendre d'être humilié. »« Si tu pars, il gagne, » répondit Yara, ferme. « Et plus important encore, tu ne sauras jamais ce qui aurait pu arriver. Ma grand-mère dit aussi que parfois, il faut traverser la tempête pour voir l'arc-en-ciel. » Les mots de Yara résonnèrent profondément en Victoire. Elle se rappela Léo, son optimisme inébranlable face aux difficultés les plus terribles. « Si tu chantais dans les rues sans craindre le mépris des gens, pourquoi craindre une scène ?» l'imaginait-il dire.
Je vais rester, déclara-t-elle finalement. Je vais chanter même s'il me jette un océan de peinture. Yara sourit, lui serrant la main. Et je vais t'aider, Raphaël aussi. Les quelques heures restantes avant l'aube furent utilisées pour élaborer un plan. Il ne pouvait pas empêcher le sabotage, mais il pouvait préparer Victoire à l'affronter avec dignité. Yara lui prêta une petite amulette indigène qu'elle portait toujours pour la chance et lui apprit une courte prière dans sa langue natale pour calmer son esprit. Lorsque les premiers rayons du soleil illuminèrent le dortoir, une nouvelle détermination brillait dans les yeux de Victoire. Le jour de la présentation commença dans une frénésie. Les couloirs de TeleFR débordèrent d'activités. Techniciens ajustant les équipements, producteurs courant avec des carnets, maquilleurs et costumiers apportant les dernières retouches aux candidats. Victoire observait tout avec le calme de celle qui a pris une décision difficile et est en paix avec elle. Lorsque les autres filles furent emmenées au salon de beauté pour être préparées, elle resta seule dans le dortoir, se préparant comme elle le pouvait. Elle peigna ses boucles avec les doigts, se lava le visage à l'eau fraîche et enfila son t-shirt jaune, maintenant propre grâce à Yara, qui l'avait lavé en cachette dans la salle de bain. « Victoire, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» La voix irritée de Patricia résonna depuis la porte. « Tous les candidats sont déjà dans les loges. »« Personne ne m'a appelé, » répondit Victoire avec simplicité. Patricia leva les yeux au ciel, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, un éclair de culpabilité peut-être. « Viens, je vais t'y emmener. » En chemin vers les coulisses, elles croisèrent Richard, qui lança à Victoire un sourire qui fit retourner son estomac d'appréhension. « Notre petite star des rues, prête à briller ?»« Je le suis, » répondit-elle, soutenant son regard sans fléchir. Richard sembla momentanément déconcerté par sa confiance. « Bien, rappelez-vous, soyez juste vous-même. Le public adore l'authenticité. » Le dernier mot était chargé d'un sens que seule Victoire comprenait pleinement. Les coulisses de la grande scène, où aurait lieu l'émission en direct, étaient un tourbillon de nervosité et d'excitation. 20 enfants, les finalistes sélectionnés, attendèrent leur tour, certaines pratiquant des vocalises, d'autres priant, d'autres encore se faisant retoucher par des maquilleurs pressés. Victoire chercha Raphaël et Yara, les trouvant dans un coin éloigné. Les trois s'étreignirent silencieusement, une alliance muette formée au milieu de cet environnement hostile. « Souviens-toi, » murmura Raphaël, « peu importe ce qui se passe sur scène. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. » Une assistante de production passa en distribuant l'ordre des présentations. Victoire serait la 15e à se présenter, presque à la fin de l'émission. Des heures d'attente angoissantes devant elle. Les premières présentations furent regardées par les candidats sur un moniteur dans les coulisses. Amandine Dubois, la fille blonde qui avait tant taquiné Victoire, fut la 3e à se présenter. Elle chanta une chanson pop internationale, avec une technique impeccable mais sans véritable émotion. Les jurés, Bernard et Hélène Leroy, accompagnés d'un célèbre chanteur, louèrent sa technique, mais suggérèrent qu'elle pourrait se connecter davantage à la musique. Lorsque Raphaël monta sur scène, Victoire et Yara s'étreignirent nerveusement. Le garçon présenta une version jazz d'une chanson populaire, enchantant tout le monde par son charisme naturel. Les jurés furent élogieux, surtout Hélène Leroy qui commenta la véritable âme présente dans son interprétation. Yara fut la 11e. Sa voix délicate et éthérée, chantant une musique traditionnelle de sa région, créa un moment de magie sur scène. Bernard Leroy sembla particulièrement touché, commentant la façon dont la chanson le transportait vers des souvenirs lointains, presque oubliés. À mesure que les présentations avançaient, Victoire sentait la tension monter. Elle observait attentivement les techniciens de scène, essayant d'identifier qui serait impliqué dans le plan pour l'humilier. Elle remarqua 2 hommes, positionnant quelque chose au-dessus de la scène, dans une zone normalement utilisée pour les effets spéciaux. Son cœur s'emballa, mais elle respira profondément, se rappelant les paroles de ses amis. Finalement, son tour arriva. Une assistante l'appela, vérifiant une fois de plus son nom sur la liste. « Vous avez votre guitare? Vous ne voulez pas utiliser le groupe ?»« Je préfère jouer moi-même, merci, » répondit Victoire, serrant l'instrument contre sa poitrine. « Comme vous voulez. Bonne chance. » Dans les derniers instants avant d'entrer sur scène, Victoire sentit une main sur son épaule. C'était Amandine. « Tu vas te ridiculiser là-bas, fille des rues, » murmura-t-elle avec dédain. « Tu penses vraiment avoir une chance contre nous, qui avons étudié la musique toute notre vie? Tu ne sais même pas lire une partition. »
Au lieu de se laisser abattre, Victoire sourit simplement. La musique ne s'apprend pas seulement dans les écoles chères, Amandine. Elle s'apprend en vivant. La jeune fille blonde parut déconcertée, mais retrouva vite son sang-froid. Eh bien, profite de tes 15 secondes de gloire, ou plutôt de honte. Avec un rire cruel, elle s'éloigna rapidement vers un groupe de techniciens, échangeant des regards complices avec eux. « Victoire des rues de Paris !» annonça le présentateur. Un homme en costume brillant et au sourire exagérément blanc. Une histoire de dépassement que vous ne voyez que dans Voix de France. Les jambes tremblant légèrement, Victoire marcha vers la scène illuminée. La salle comble la regardait avec curiosité. Aux premières loges, le jury. Bernard et Hélène Leroy, côte à côte, l'observant avec une attention spéciale, presque anxieuse, et le troisième juré, un chanteur populaire dont Victoire ne parvenait pas à se souvenir du nom dans ce moment de nervosité. Elle se positionna devant le microphone, ajustant sa guitare. Le silence qui tomba sur l'auditorium était presque palpable, chargé d'attente. Jetant un rapide coup d'œil vers le haut, Victoire vit ce qu'elle craignait. Un seau caché parmi les équipements d'éclairage, positionné directement au-dessus d'elle. « S'il vous plaît, dites votre nom complet et la chanson que vous allez présenter, » demanda le présentateur. « Mon nom est Victoire, » répondit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Juste Victoire, et je vais chanter une chanson que ma mère me chantait avant que nous ne soyons séparés. Je ne connais pas son nom, alors je l'appelle Berceuse. » Hélène Leroy se pencha visiblement sur sa chaise, échangeant un regard rapide et intense avec son mari. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de surprise, d'espoir et de peur, que Victoire ne comprit pas. Respirant profondément, elle pinça les premiers accords de sa guitare. C'est à ce moment précis que tout arriva. Le seau se renversa, déversant un liquide visqueux et violet sur elle. La peinture couvrit ses cheveux, coula sur son visage et tacha son t-shirt jaune. Une seconde de choc absolu, suivie par des rires cruels de la foule. Victoire se figea, sa guitare n'étant que partiellement protégée par sa position. Elle vit Amandine dans les coulisses, riant ouvertement. Richard, un peu à l'écart, observait avec un sourire satisfait. L'humiliation était exactement comme prévu. Hélène Leroy se leva, horrifiée, portant les mains à sa bouche. Bernard semblait également choqué. Le troisième juré regardait autour de lui, confus, ne comprenant pas si cela faisait partie du spectacle. « Coupez! Coupez !» cria un réalisateur. « Pause publicitaire !» Mais les caméras continuaient de tourner. C'était de la télé-réalité dans sa forme la plus brute, une humiliation réelle, en direct, pour le plaisir sadique d'une audience avide de drame. Victoire sentit le liquide froid couler sur son visage, entrer dans ses yeux, tacher le seul vêtement décent qu'elle possédait. Pendant un instant, elle voulut courir, se cacher, retourner à l'anonymat des rues où, au moins, la cruauté était honnête. Puis, quelque chose se passa. Bernard et Hélène Leroy se levèrent simultanément et commencèrent à marcher vers la scène, ignorant les protestations des producteurs. Leur visage était transformé par une indignation sincère. À ce moment-là, Victoire vit Raphaël et Yara dans les coulisses, tous deux faisant des gestes d'encouragement. Raphaël leva le poing, le même geste que Léo faisait toujours, et dans son esprit, Victoire entendit la voix de son ami. « Ils ne gagnent que si tu les laisses faire. » Essuyant la peinture de ses yeux avec sa manche déjà tachée, Victoire ajusta de nouveau sa guitare. « Puis-je continuer ?» demanda-t-elle au présentateur, qui semblait complètement perdu sur la marche à suivre. « Eh bien, oui, bien sûr, » balbutia-t-il, regardant frénétiquement les réalisateurs pour des instructions. Victoire pinça de nouveau les premiers accords. Sa voix, lorsqu'elle émergea enfin, surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle était cristalline, puissante, chargée d'une émotion qu'aucun entraînement formel ne pourrait enseigner. Clair de lune, berce, des rêves dansent dans le ciel, dans la mer, dans ton regard. La mélodie douce, presque hypnotique, fit cesser immédiatement les rires. La foule, auparavant moqueuse, écoutait maintenant dans un silence respectueux. Dans les coulisses, même Amandine cessa de rire, observant avec un malaise croissant. Enfant qui rêve, sur les ailes du clair de lune. Un jour s'envolera et le monde conquérira. À chaque note, la voix de Victoire gagnait en confiance et en puissance. La peinture continuait de couler, mais cela n'avait plus d'importance. Elle était en transe, transportée par la musique vers un endroit où rien ne pouvait la blesser. Hélène Leroy s'était arrêtée à mi-chemin de la scène, paralysée par la chanson. Son visage, auparavant tordu d'indignation,
montrait maintenant une expression d'incrédulité absolue. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Cette chanson » murmura-t-elle à Bernard, qui semblait également profondément ému. « Comment peut-elle connaître cette chanson ?»« C'est impossible » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « À moins que... » Les accords finaux de la guitare résonnèrent dans l'auditorium en un silence absolu. Quand la dernière note s'éteignit, il y eut un moment de suspension, comme si le monde entier s'était arrêté pour respirer. Puis la foule explosa en applaudissements. Non pas des applaudissements polis ou compatissants, mais une ovation sincère, une reconnaissance d'avoir été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Victoire, toujours couverte de peinture, sourit timidement. Les applaudissements continuaient, augmentant en intensité. Des gens se levaient, sifflaient, criaient « Bravo !» Au premier rang, Hélène Leroy pleurait ouvertement, tandis que Bernard l'enlaçait par les épaules, lui aussi visiblement ému. Lorsque les applaudissements diminuèrent enfin, le présentateur, toujours visiblement gêné, s'approcha de Victoire. « Une présentation émouvante, dit-il, essayant de reprendre le contrôle de l'émission. Écoutons nos jurés. Bernard Leroy, vos impressions ?» Mais Bernard semblait incapable de parler. Ses yeux étaient fixés sur Victoire, examinant chaque détail de son visage derrière le masque de peinture violette. À ses côtés, Hélène tremblait visiblement, les mains serrant un mouchoir déjà trempé de larmes. « Cette chanson » parvint enfin à dire Bernard, la voix rauque d'émotion. « D'où la connaissez-vous » Victoire, encore étourdie par la réaction du public, répondit avec simplicité. « Ma mère me la chantait toutes les nuits. C'est le seul souvenir clair que j'ai d'elle. » Hélène sanglota audiblement, se levant de sa chaise. « Il n'existe qu'une seule version de cette chanson, » dit-elle, la voix tremblante. « Je l'ai composée pour ma fille, Valentine. Une chanson originale, jamais publiée, jamais enregistrée. » Un murmure parcourut la foule. Victoire sentit son cœur s'accélérer à un rythme presque douloureux. « Valentine a disparu lors d'un accident sur l'autoroute A6, il y a 5 ans. » Continua Hélène, marchant maintenant lentement vers la scène. « Nous revenions de Lyon quand notre voiture a dérapé sous la pluie. Dans la confusion du sauvetage, quelqu'un a emmené notre fille pensant l'aider. Nous ne l'avons plus jamais retrouvée. » À quelques mètres de Victoire maintenant, Hélène s'arrêta, étudiant intensément le visage de la jeune fille. Elle avait 7 ans, et une petite guitare faite spécialement pour elle, avec des autocollants de papillons sur le côté. Instinctivement, Victoire regarda sa guitare. Sous des années de saleté et de nouveaux autocollants superposés, il était encore possible de discerner le contour délavé d'un papillon bleu. « Après l'accident, » murmura Victoire, des fragments de mémoire émergeant comme des bulles d'un lac profond, une dame m'a emmené dans un foyer à Auxerre. Je ne me souvenais pas de mon nom de famille. Je ne connaissais que mon prénom, Victoire, et j'avais la guitare. « Valentine Victoire Leroy, » murmura Hélène, maintenant à seulement 1 pas de distance. « Ton deuxième prénom était Victoire, le nom de ma mère. Tout le monde t'appelait Vivi. » Le silence dans le studio était absolu. Les caméras capturaient chaque instant de cette scène extraordinaire, transmettant en direct à des millions de foyers français ce qui ressemblait au scénario d'un feuilleton, mais était la réalité crue et émouvante. Bernard rejoignit son épouse sur scène. Avec des mains tremblantes, il sortit un mouchoir de sa poche et essuya délicatement une partie de la peinture du visage de Victoire, révélant une petite tache de naissance près de la tempe gauche, une petite tache en forme de demi-lune. « C'est elle, » confirma-t-il, la voix étranglée. « C'est notre Vivi. » À ce moment-là, tout le sang-froid d'Hélène s'effondra. Avec un sanglot qui semblait venir des profondeurs de son âme, elle serra Victoire de toutes ses forces, sans se soucier de la peinture qui tachait son élégante robe blanche. « Ma fille !» pleurait-elle, les mots presque incompréhensibles au milieu des sanglots. « Ma petite fille !» Victoire, paralysée par le choc de la révélation, se laissa étreindre. Des fragments de mémoire commençaient à s'assembler. La maison avec jardin n'était pas le produit de son imagination. La femme de ses souvenirs nébuleux était Hélène. La musique qui la hantait dans ses rêves était réellement une chanson de sa mère. « J'ai toujours su », murmura-t-elle, des larmes creusant des sillons dans la peinture qui couvrait son visage. « D'une certaine manière, j'ai toujours su que je vous cherchais. » Bernard se joignit à l'étreinte, enveloppant femme et fille. Les trois restèrent ainsi, un noyau de retrouvailles et de rédemption au milieu du chaos du studio, où les producteurs couraient, essayant de comprendre quoi faire de ce rebondissement inattendu dans l'émission. Le public, comprenant progressivement le miracle dont il était témoin,
commença à applaudir de nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement des applaudissements d'admiration pour un talent musical, mais la célébration de quelque chose de bien plus profond, des retrouvailles qui défiaient toutes les probabilités. Le troisième juré, essuyant discrètement une larme, se joignit à l'ovation debout. Dans les coulisses, Yara et Raphaël s'étreignaient, émus pour leur ami. Même certaines des filles qui s'étaient moquées de Victoire semblèrent touchées, à l'exception d'Amandine, qui observait la scène avec une expression aigre. Le seul qui ne semblait pas partager l'émotion générale était Richard. Le visage tordu par une fureur, il gesticulait frénétiquement vers les réalisateurs, montrant sa montre, indiquant qu'il devait couper pour les publicités. « C'est inacceptable !» vociféra-t-il, s'avançant sur scène. « Nous sommes complètement en retard sur le programme. Nous devons continuer avec les autres présentations. » L'interruption cruelle brisa la bulle d'émotion qui enveloppait la famille nouvellement réunie. Bernard se retourna, fixant Richard avec une fureur contenue. « Comment osez-vous » demanda-t-il à voix basse mais chargée d'autorité. « Comment osez-vous interrompre ce moment? Et plus important encore, comment osez-vous planifier l'humiliation d'une enfant pour augmenter vos taux d'audience ?» Richard pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« J'ai tout entendu, » intervint Victoire, la voix étonnamment ferme. « Je vous ai entendu planifier de me verser de la peinture dessus, en disant que ce serait de la télévision pure, que cela ferait de l'audience. » Des murmures d'indignation parcoururent la foule. Les caméras, toujours en marche, capturaient tout. Le visage coupable de Richard, l'indignation de Bernard, l'expression défiante de Victoire, encore couverte de peinture. « C'est absurde, » balbutia Richard. « Une invention de cette fille pour attirer l'attention. Tout le monde sait qu'elle vient des rues. Elle est probablement habituée à mentir pour survivre. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Hélène, habituellement la plus réservée du couple Leroy, s'avança vers Richard, les yeux étincelants de rage maternelle. « Vous venez d'accuser ma fille d'être menteuse à cause de sa situation sociale ?» demanda-t-elle, chaque mot chargé de glace. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis, Richard? Non seulement une jurée, mais la productrice exécutive et copropriétaire de cette émission ?» Richard recula d'un pas, soudain conscient de la gravité de sa situation. « Hélène, je peux expliquer ?»« Il n'y a aucune explication à ce qui s'est passé ici aujourd'hui, » interrompit-elle impérieusement. « Vous êtes viré, et vous pouvez être sûr qu'il y aura des conséquences légales pour vos actions. » La foule éclata de nouveau en applaudissements. Dans les coulisses, assistants et techniciens qui avaient toujours craint Richard échangèrent des regards de soulagement et de satisfaction. « Vous ne pouvez pas me virer, » protesta Richard, désespéré. « Cette émission est à moi. J'ai créé Voix de France. »« L'émission appartient à Leroy Productions, » répondit Bernard, adoptant le ton professionnel qui l'avait rendu l'un des réalisateurs les plus respectés du pays. « Vous avez été engagé pour la produire, rien de plus, et vous venez de violer tous les principes éthiques de notre contrat. » Deux agents de sécurité s'approchaient déjà, prêts à escorter Richard dehors. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une voix s'éleva des coulisses. « Attendez !» C'était Amandine Dubois, s'avançant sur scène avec une expression déterminée. Il n'a pas agi seul. Un nouveau silence tomba sur le studio. Amandine, normalement si sûre d'elle, semblait maintenant petite et vulnérable sous les lumières intenses. « Richard m'a promis la victoire, » confessa-t-elle, la voix tremblante. « Il a dit que je serais la prochaine grande star, que mes parents n'auraient pas besoin de dépenser des fortunes en cours de chant. En échange, j'aiderai au plan contre Victoire. C'est moi qui ai activé le dispositif qui a fait tomber la peinture. » Victoire observait Amandine avec un mélange de choc et de pitié. La jeune fille blonde, toujours si arrogante, semblait maintenant juste ce qu'elle était réellement. Une enfant poussée à grandir trop vite, à gagner à tout prix. « Pourquoi avoues-tu ça maintenant ?» demanda Victoire. Amandine fixa le sol. « Parce que je n'ai jamais imaginé que ce serait comme ça. J'ai cru que ce serait juste une blague, un canular de télé. Mais quand j'ai vu ton visage couvert de peinture, quand j'ai entendu ta voix malgré tout, Elle déglutit. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, pas chez toi. Bernard s'approcha d'Amandine, posant doucement sa main sur son épaule. Tu es trop jeune pour porter ce genre de culpabilité seule. Les adultes qui ont permis cela sont les véritables responsables. Richard, profitant de la distraction, tenta de s'échapper discrètement, mais fut rapidement arrêté par les agents de sécurité. Alors qu'il était escorté dehors,
Il criait des menaces et des insultes, une scène qui serait longuement rediffusée dans les journaux télévisés des jours suivants et deviendrait virale sur les réseaux sociaux. Avec le départ de Richard, une nouvelle énergie envahit le studio. Bernard, prenant naturellement les commandes, s'adressa au public et aux caméras. « Je m'excuse pour l'incident regrettable dont vous avez été témoin aujourd'hui. Voix de France a été créée pour célébrer les talents, pas pour humilier qui que ce soit. Mais parfois, au milieu du chaos, nous trouvons des miracles. » Il sourit à Victoire, toujours étreinte par Hélène. « Aujourd'hui, ma famille est de nouveau complète. Et je crois qu'aucune compétition ne peut continuer après cela. Je déclare que le prix sera divisé également entre tous les finalistes, afin qu'ils puissent investir dans leur carrière musicale. » La foule explosa en applaudissements pour la 4e fois cette nuit extraordinaire. Les finalistes, y compris Raphaël et Yara, coururent sur scène, étreignant Victoire et la félicitant pour ses retrouvailles miraculeuses. Au milieu de la confusion, Hélène se rappela de quelque chose. « Victoire, tu as mentionné un ami. Léo, où est-il ?»« À la réception, » répondit Victoire, soudainement inquiète pour son ami qui devait attendre depuis des heures. « Il est comme un frère pour moi. Il m'a aidé à survivre dans les rues. Je ne peux pas l'abandonner. »« Et tu ne le feras pas, » assura Bernard avec un sourire chaleureux. « Amène-le ici. Toute personne qui a pris soin de notre fille, quand nous ne pouvions pas le faire, fait maintenant partie de la famille. » Un assistant fut envoyé chercher Léo, qui arriva sur scène quelques minutes plus tard, les yeux écarquillés d'étonnement face à ce qui se passait. En voyant Victoire couverte de peinture, mais souriante entre Bernard et Hélène, il comprit immédiatement. « Je le savais !» s'exclama-t-il, courant embrasser son ami. « J'ai toujours dit que tu retrouverais ta famille !» Les retrouvailles de Victoire avec Léo firent de nouveau couler les larmes d'Hélène. « Toi aussi, tu viendras à la maison avec nous !» affirma-t-elle, étreignant le jeune cireur de chaussures. « Je ne sais pas comment, mais nous trouverons un moyen. Aucun enfant ne devrait vivre dans les rues. » L'émission se termina d'une manière complètement différente de celle prévue. Il n'y eut pas de vainqueur officiel, ni de trophée remis sous les applaudissements. Au lieu de cela, les téléspectateurs français furent témoins de quelque chose de bien plus précieux. Une leçon sur les secondes chances, sur la famille et sur la façon dont, parfois, la musique peut construire des ponts sur les abîmes les plus profonds. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Victoire, ou Valentine Victoire Leroy comme elle fut officiellement appelée, captura l'imagination du pays. Journaux, magazines et émissions de télévision se disputèrent les interviews avec la famille. Leroy Productions reçut des offres millionnaires pour des documentaires et des films basés sur l'affaire. Mais le plus important se passa loin des projecteurs. Valentine s'adapta progressivement à sa nouvelle vie, réapprenant le confort d'un foyer stable, le plaisir d'étudier dans une école régulière et la sécurité de dormir sans peur. La guitare avec des autocollants de papillons fut restaurée par un luthier spécialisé et occupait une place d'honneur dans sa nouvelle chambre. Léo trouva également sa place dans la famille. Après un processus compliqué, mais réussi, les Leroy obtinrent sa garde légale. Le garçon, qui n'avait jamais perdu son optimisme même les jours les plus difficiles dans les rues, s'épanouit dans son nouvel environnement, se révélant un étudiant talentueux et un frère loyal pour Valentine. Hélène, inspirée par l'expérience, créa une fondation dédiée à la localisation d'enfants disparus et à l'aide aux jeunes en situation de rue. La Fondation Valentine devint rapidement l'une des organisations d'aide sociale les plus respectées de France, avec des centres d'accueil dans plusieurs capitales. Richard Duval fit face aux conséquences de ses actions. Après une enquête minutieuse, un historique d'abus et de manipulation fut découvert dans divers programmes qu'il avait produits. Poursuivi pour fraude, harcèlement et dommages moraux, il perdit sa crédibilité dans l'industrie et fut condamné à effectuer des services communautaires pendant 3 ans, en plus de payer des indemnités importantes aux victimes. Amandine Dubois, après une période de réflexion et de thérapie, se transforma. L'expérience douloureuse lui enseigna l'humilité et l'empathie. Des années plus tard, déjà adolescente, elle et Valentine se rencontreraient dans des circonstances très différentes, et une amitié improbable naîtrait entre les anciennes rivales. Quant à la musique, Valentine ne l'abandonna jamais. Son talent, maintenant nourri par des cours formels et enrichi par les expériences qu'elle avait vécues, s'épanouit de manière à surprendre tout le monde. À 16 ans, elle lança son premier album indépendant, une collection de chansons qui parlèrent de pertes, de rencontres et de l'étrange musique qui meut le destin.
La première chanson de cet album, simplement intitulée « Écho », commençait avec les mêmes accords de la berceuse qu'Hélène avait composée des années auparavant, mais se développait en quelque chose d'entièrement nouveau, un dialogue musical entre le passé et le présent, entre la fille perdue et la jeune femme retrouvée. Mais peut-être la plus belle partie de cette histoire se déroula un après-midi ordinaire, 3 ans après la fatidique émission de télévision. Valentine et Léo, maintenant des adolescents bien soignés et heureux, firent une visite surprise au jardin des Tuileries, où ils avaient l'habitude de s'abriter les jours de pluie. Ils emportèrent avec eux des guitares et un petit amplificateur. Sans annonce, sans publicité, ils commencèrent à jouer pour les passants. Une petite foule se forma, attirée par la beauté de la musique et la synergie évidente entre les deux jeunes musiciens. Personne là-bas, sauf eux-mêmes, ne savait qu'ils regardaient la célèbre « fille de l'émission », maintenant transformée en une jeune artiste confiante. À la fin de la présentation improvisée, une dame âgée s'approcha, les yeux brillants d'émotion. « Votre voix me rappelle quelqu'un », dit-elle à Valentine. « Une petite fille qui chantait ici il y a quelques années. Elle avait une voix d'ange, mais elle semblait si seule. » Valentine sourit, échangeant un regard complice avec Léo. « Elle n'est plus seule, » répondit-elle simplement. « En fait, je crois qu'elle ne l'a jamais été. Elle ne le savait juste pas encore. » Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Victoire et son parcours des rues de Paris jusqu'aux retrouvailles avec sa famille a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes et transformatrices. Retrouvez-la ici en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé cette narration, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie, la force de l'esprit humain et le pouvoir transformateur de l'art. Partagez vos propres histoires de dépassement et de retrouvailles dans les commentaires. Nous sommes impatients de lire vos expériences et de savoir comment cette histoire a résonné dans vos vies. C'est tout.